Bonjour, aujourd'hui à Vue d'ici, je vous présente Wilfred Moffé, propriétaire de la Halle aux viandes à Stoneham. Ensuite, l'invité de Shana Warren va vous impressionner avec les images qu'il a captées en plongée sous-marine dans le lac Saint-Charles. Et finalement, Mégane Labrec s'est rendue au défi alpin qui se tenait les 8, 9 et 10 avril dernier au relais. Bienvenue à Vue d'ici. Aujourd'hui, on est à Stoneham, à la boucherie La Halle aux viandes, qui est installée depuis 4 ans déjà. Je viens chercher mon souper, mais aussi rencontrer le propriétaire, Wilfred Moffé. Monsieur Moffé, tout d'abord, félicitations. Vous avez maintenant votre citoyenneté canadienne. Ça doit faire plaisir. Ben oui, tout à fait. C'est quelque chose de... On est heureux d'être arrivé à ça, en fait. Expliquez-nous un peu l'histoire de la Halle aux viandes. Ben, l'histoire de la Halle aux viandes, c'était un rêve à moi d'ouvrir ma boucherie au Québec, présenter nos produits, nos coupes, nos façons de travailler, et le mélange entre la France et le Québec dans le choix des produits. Puis avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? C'est quoi votre parcours un peu? Moi, j'ai toujours été dans la boucherie. Ça fait 35 ans que je fais ça. Et avant, j'étais gérant à Québec pendant 8 ans, avant d'ouvrir ici ma boucherie. Mais j'ai toujours fait ça depuis que je suis tout jeune, en fait. C'est une passion. C'est une passion, vraiment. Puis vous l'avez effleuré, la boucherie est différente en Europe qu'ici au Québec. Qu'est-ce qu'il y a de différent, justement, dans les coupes, entre autres? Bien, beaucoup la présentation. Moi, je voulais rester très traditionnel. Ça veut dire que je voulais essayer d'imiter l'emballage, en fait, de présenter les coupes aux clients qui peuvent choisir l'épaisseur de leur steak, le poids de ce qu'ils veulent, comme s'ils veulent une salade, s'ils en veulent 100 grammes, c'est 100 grammes, mais c'est pas un poids défini dans une barquette, en fait. Puis aussi au niveau des goûts des gens, là, les coupes sont pas pareilles, ou du moins leurs noms, des fois, sont différents. Ça a dû être un petit moment d'adaptation au début quand vous êtes arrivé au Québec. Oui, c'est ça, beaucoup de différences. Les coupes, les noms des morceaux qui étaient différents. Mais on s'adapte facilement. Je pense qu'on aime beaucoup les marinades aussi, ça se peut-tu? Ouais. Beaucoup. Ben, moi, ça, c'était une surprise quand je suis arrivé ici. Nous, on n'en faisait pas beaucoup en France, des marinades, et je me suis mis, et puis c'est un engouement, en fait. Quand on voit tout ce qui sort en marinade, on propose nos marinades faites maison, beaucoup les bavettes, les brochettes. Puis là, c'est la fête des mères bientôt. On vient faire nos emplettes ici. Fête des pères aussi, saison du barbecue, ça s'en vient. C'est quoi les gros coups de cœur là, pour le barbecue? Barbecue, beaucoup les bavettes, les brochettes, ça c'est énorme. Autant les brochettes de bœuf que les brochettes de poulet qui sortent évidemment. Puis après, tout ce qui est les steaks, les faux filets, ça c'est incontournable en fait. Les faux filets, maintenant, depuis quelques années, les côtes de bœuf, les tomahawks, qui sont très demandés aussi. Oui, on veut se gâter, se faire plaisir. Puis en même temps, des grosses pièces comme ça, on en a pour toute la famille aussi. Oh, oui, tout à fait. C'est pour ça. Maintenant, en plus, beaucoup se sont mis à faire des bavettes entières au barbecue, puis la mettre sur la table. Chacun coupe la portion qu'il veut. Ça, je trouve que ça, c'est très, très sympa. En fait. C'est un partage. C'est un gros partage, oui, tout à fait. Il y a les saucisses aussi, vous en avez beaucoup. Là. On a plus d'une vingtaine de sortes de saucisses, toutes faites maison, avec des goûts différents. Ça aussi, ça plaise beaucoup. Puis on a une tradition, la nôtre, qui est française, en fait, la cité de Toulouse, qui est faite dans les règles de l'art, en fait. C'est quoi exactement les ingrédients? C'est juste sel et poivre, c'est juste la coupe qui est hachée un peu plus grosse, mais après, c'est la façon de la préparer, en fait, on la dénerve bien, il y a une quantité de gras par rapport au maigre à l'intérieur de la saucisse, parce qu'en France, la saucisse de Toulouse, elle a une charte, en fait, et on ne peut pas faire n'importe quoi, en fait, avec ça. Vous avez beaucoup aussi de mets préparés, puis des recettes qu'on connaît moins au Québec. Vous vous faites quand même un devoir là, de nous faire découvrir des recettes. Oui, c'est ça. On est très, très contents pour ça. On essaye avec mes employés, dans les mets préparés, de faire découvrir nos goûts français en apportant des choix différents. Et puis ça, on est heureux parce qu'on a des bons commentaires derrière. Les gens jouent vraiment le jeu de goûter à nos produits. Non, ça, c'est vraiment très bien. Puis, en même temps, vous avez plein de produits québécois. Vous avez une section boutique, entre autres avec des produits de Charlevoix. Pourquoi c'est important pour vous de tenir d'autres produits? Parce que j'adore le Québec et je voulais vraiment encourager beaucoup de monde. Et c'est vrai que les produits biologiques du Charlevoix, pour moi, c'est le top, c'est vraiment. Après, on travaille aussi le porc avec la ferme Turlot, qui est sur la rive sud, avec une qualité de porc, de jambon, vraiment avec ce qu'on fait la saucisse avec leur porc aussi.
Et ça, c'était important pour nous de travailler comme ça. Au niveau du bœuf, c'est du triple A aussi, c'est important de le mentionner. Oui, c'est ça. On voulait être qualité supérieure aussi pour donner du bon goût aux gens, en fait, avec une viande beaucoup plus persillée, en fait, qui donne plus de goût. On a donné faim à tout le monde, là. Mais parlons un peu de l'entreprise parce que, comme tout le monde, vous avez eu quand même des problèmes au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Recruter, c'est pas facile. Vous avez, entre autres, demandé l'aide de la MRC de la Jacques-Cartier pour vous aider dans vos démarches d'immigration. Plusieurs de vos employés viennent justement de la France. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Ça va, ça n'a pas été trop compliqué parce qu'on est dans une procédure où le gouvernement canadien nous permet de faire venir des gens avec des permis jeunes professionnels, comme on appelle, des gens qui ont moins de 35 ans. Maxime, ça fait bientôt 1 an que tu es arrivé au Québec pour travailler ici, à la Halle aux viandes. Qu'est-ce que tu retiens de ton année? Oh, comment dire, il y a eu beaucoup de boulot. C'est vraiment une autre manière de travailler qu'en France. Les gens sont différents, c'est un autre accueil. Je trouve que c'est beaucoup plus, on va dire, convivial qu'en France. En même temps, le fait que M. Monfait vient de Toulouse, tout comme toi, ça devait être rassurant au début? Ouais, c'est ça, c'est toujours bien. Quand je suis arrivé, j'avais un patron français, donc on va dire c'est plus facile de s'intégrer. Au moins, il peut t'expliquer qu'est-ce qui change. On a une grosse demande en France, que ce soit en boucherie, en charcuterie, traiteur, pour pouvoir venir compléter nos équipes ici. C'est un plus pour vous. Puis en même temps, ça doit être rassurant pour eux de venir travailler pour un employeur qui a vécu tout ce processus-là aussi. Oui, c'est ça. En fait, on est là pour leur expliquer, de leur montrer ce que nous, on a vécu aussi, toutes les démarches qu'on a dû faire pour pouvoir immigrer. Pour nous, en 12 ans, c'est pareil, il y a des hauts et des bas. En fait, soit c'est un moment c'est facile, un moment c'est moins facile. Donc, c'est pas juste un métier routinier à la chaîne, c'est un métier où on peut laisser aller sa créativité. Beaucoup. Côté traiteur, c'est ça, en fait. C'est beaucoup d'apporter des créativités tout le temps, en fait. On a sorti il y a pas longtemps une lasagne au canard, en fait, avec des épinards. Ça a été un gros succès aussi. C'est sûr. Ouais. On aime beaucoup le canard au Québec aussi. C'est le canard confit dans une lasagne avec des épinards. Ça fait changer le goût, puis ça ramène un légume dans une lasagne avec des pâtes, ça fait déjà un plus. C'est qu'est-ce qui vous passionne le plus de votre métier? La clientèle. Les yeux des clients quand ils reviennent, qu'ils ont adoré le produit. Moi, j'adore le contact avec le monde. J'aime discuter, c'est ça qui apporte beaucoup. Conseiller aussi, parce que cuire une viande, ça joue beaucoup sur le goût du produit. Le goût, puis faire découvrir des pièces que des gens n'ont pas l'habitude de découvrir, comme dans le porc. L'échine de porc, qui était une pièce qui n'était pas connue au Québec quand je suis arrivé. Et j'ai découvert ça, et pour faire des filochés, c'est une des meilleures pièces. Qu'est-ce que vous aimez d'être installé à Stoneham? C'est le côté un peu touristique où on a quand même des saisons différentes avec les clients qui sont là l'hiver, avec les chalets, avec la montagne, qui n'est pas tout à fait les mêmes, ceux qui sont l'été au camping, qui viennent se balader dans les parcs. Et on a vraiment des clients différents et c'est ça qui est super en fait. Je découvre des clients tout le long de l'année en fait différents. Ça varie la clientèle. Ça varie la clientèle, aussi. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, très intéressant tout ça. Puis je vous souhaite bon succès. 4 années déjà, ça se poursuit sur une belle lancée vers la 5e. Il va falloir faire des festivités. Oui, c'est ça, on y passe, mais ça fait plaisir. On est très heureux d'être là et de faire découvrir à nos clients. C'est un plaisir. Bon succès. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller cliquer j'aime sur la page Facebook La Halle aux viandes pour venir faire vos emplettes. Moi, j'ai mon souper et plus encore. Il y a différentes promotions qui sont annoncées de produits spéciaux de semaine en semaine. Également pour les fêtes qui s'en viennent, la fête des mères, la fête des pères, La Halle aux viandes sur Facebook. Aujourd'hui, je vous sors des sentiers battus et je vous invite à plonger avec moi au cœur de la vie sous-marine. Je reçois Manuel Agneau, qui est vidéaste et explorateur sous-marin. Il a eu la chance cet hiver de plonger dans le lac Saint-Charles. Il va nous parler de cette expérience, de son métier, de sa passion. Bref, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai plein de questions à lui poser. Manuel Agneau, explorateur et vidéaste sous-marin. En fait, bon, je pense qu'on peut s'entendre que c'est un métier peu commun. Justement, comment c'est parti tout ça?
Écoute, j'ai pas l'impression que c'est jamais parti, que ça a juste toujours été là. OK. Dans ma famille, mon père fait de la plongée depuis avant que je naisse, là. Mon grand-père était sur des bateaux comme marin là, aux communications. Puis on a grandi sur le bord de la mer à faire de l'apnée depuis qu'on était tout petit avec mes frères et sœurs. Donc ça a comme toujours fait partie de ma vie. Après, c'est sûr que le volet exploration puis vidéo, c'est venu pas mal plus tard. Mais le côté aquatique a toujours été là. OK. Puis parle-moi un petit peu de ton expérience. Qu'est-ce que tu as fait en tant que vidéaste? Écoute, j'ai deux grosses spécialités là, dans ma carrière à date. Je suis vraiment spécialisé dans les épaves de la Seconde Guerre mondiale dans la Manche, en Normandie. C'est une expertise un petit peu à part parce qu'il y a beaucoup de caméramans sous-marins en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais c'est beaucoup de gens qui travaillent dans la Méditerranée. C'est une mer beaucoup plus calme, avec beaucoup de visibilité. Tu sais, on voit très loin. Alors que dans la Manche, ça peut ressembler un petit peu plus aux conditions qu'on pourrait avoir dans les maritimes ici. C'est de l'eau froide, il y a énormément de tempêtes, beaucoup de courants. Donc des fois, les producteurs là-bas ont de la misère à trouver des gens qui peuvent aller plonger de façon sécuritaire, aller voir les épaves. Et quand on est plongeur au Québec, l'eau froide, on connaît ça pas mal, là. Donc ça donne une bonne clé. Puis comme moi j'ai grandi en Normandie, je connais très bien l'histoire des épaves. Il y a des rudiments là, de la mer qui sont un peu spécifiques à la Normandie, qu'il faut connaître, qui sont un bon point à avoir là. Donc ça s'est fait comme ça. Puis ma deuxième expertise qui est aussi particulière, c'est la plongée sous glace, que ce soit en plongée bouteille, mais aussi en apnée. Puis là, pour le coup, en apnée, on est juste une dizaine au monde à faire ça, à faire de la vidéo en apnée sous la glace. Mais j'imagine que ça doit prendre un cours pour être capable de faire ça. Bien, t'as des formations, mais c'est des formations récréatives. C'est essentiellement de la piscine, un petit peu en mer, mais c'est surtout les Caraïbes. Il y a peu d'instructeurs d'apnée au Québec qui font ça dans des milieux naturels, à l'extérieur des piscines. Donc je te dirais non. C'est plus de l'expérience de longue haleine, là. Puis ça prend de vraiment faire beaucoup de milieux genre extérieurs, là, milieux sauvages, là, non contrôlés, comme on pourrait l'appeler. C'est vraiment un bagage qu'on va fabriquer sur le long terme. On ne peut pas se dire un matin, malheureusement, OK, je vais suivre un cours de 6 mois, je deviens caméraman sous-marin, puis ça s'arrête là. C'est plus sur l'expérience, on va dire, que sur la formation. Ouais. Et puis là, tu as commencé ça et continué ça en Europe. Oui, en fait, j'ai commencé au Québec. Okay. Et là, on repart de plus en plus vers l'Europe parce qu'on a un petit peu plus de mandats. Mais je te dirais que, contrairement à ce qu'on imagine, le Québec, c'est vraiment une place sur Terre qui est exceptionnelle pour faire ce métier-là. Souvent, c'est la première question que des gens, ils me disent, mais là, dans le fleuve, tu vois rien, il n'y a rien à faire. J'imagine que tu travailles tout le temps dans les Caraïbes. On pourrait travailler un peu plus dans le sud. Ça ne fait pas partie de nos priorités parce qu'on a des milieux qui sont incroyables. On passe sur des ponts toute la journée sans savoir il y a quoi en dessous. Puis moi, c'est vraiment un mandat personnel là, que je me suis fixé, mais de présenter ça à mes concitoyens québécois. Là, puis de se dire, OK, maintenant qu'on le sait, il y a quoi au-dessus du tunnel ou en dessous du pont, là, on va arrêter de jeter le gobelet Tim Hortons, puis on va arrêter de toutes les petites actions qu'on peut avoir. Là. Puis des fois, c'est même pas des actions qu'on imagine qui peuvent avoir un impact sur la faune et la flore. Là. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui caractérise un peu nos fleuves et nos lacs? Ouais, en fait, je te dirais que plus l'eau elle est sombre au Québec, plus il y a des choses à voir dedans. C'est juste qu'on les voit pas, malheureusement. Mais souvent, dans un lac comme le lac Saint-Charles, où on est aujourd'hui, on regarde l'eau dehors, puis on est comme, OK, c'est brun pas mal, là, il doit pas y avoir grand-chose là-dedans, c'est une espèce de boue, je sais pas trop quoi. Et finalement, quand tu prends le temps et que tu arrives à aller le voir, mais ça prend des moyens qui sont assez exceptionnels, parce que c'est pas des conditions d'eau faciles, là, on se rend compte qu'il y a une vie qui est incroyable, que ce soit les plantes, là, les plantes aquatiques, les algues, etc., que ce soit la faune vraiment, poissons, mais même la vie en surface. Là, on le voit derrière toi, il y a des bernaches, il y a, au lac Saint-Charles, il y en a beaucoup de la vie en surface là, qui impacte sur le lac en tant que tel. Là. Donc c'est ça un peu qui caractérise pour moi ce qu'on a au Québec. C'est une espèce de secret caché, genre, c'est vraiment des milieux aquatiques insoupçonnés que personne n'imaginerait, mais pourtant on l'a. Puis on le sait pas. Et en fait, quelque chose qui nous caractérise ici au Québec, on s'entend, on vit très bien les 4 saisons. Je me demandais, est-ce qu'on voit également les 4 saisons sous l'eau? Écoute, ça, c'est vraiment la meilleure question que tu puisses me poser. C'est ce que j'essaye d'observer depuis 2 ans énormément. Ça a pris vraiment longtemps. Ça fait 7 ans que je fais ça de façon très active sur toute l'année. Mais ça fait que 2 ans qu'on y arrive parce que les endroits souvent sont juste pas accessibles. On peut souvent pas y aller l'hiver où c'est des contraintes logistiques énormes. Donc on est venu plusieurs fois cet été. On est venu un petit peu printemps. On a fait vraiment toutes les saisons. Là. Puis
pour la première fois en hiver, on a réussi à venir très régulièrement. Donc, on venait plusieurs fois par semaine. Là. Donc, ça, en fait, c'est une des technicalités que vous avez appris en plongeant, mais c'était quoi le but ultime avec Agiro de plonger comme ça en hiver? Il y en avait plusieurs. Le premier, je te dirais, ce qui nous a amené à vouloir venir plonger au lac Saint-Charles, c'est que cet été, on a trouvé des déchets dans le lac. Le plus gros déchet qu'on a trouvé, c'est une batterie d'auto au plomb. Ça, c'est vraiment toxique, là, puis ça peut se disséminer dans l'eau. Le lac Saint-Charles, c'est l'eau potable de la ville de Québec pour plus de 300 000 personnes. Là, donc ça pourrait vraiment avoir un impact majeur. En découvrant ça cet été, on ne pouvait pas pousser plus loin notre recherche parce que l'été, c'est le moment, comme à l'extérieur, tu parlais des saisons tout à l'heure, c'est le moment où la végétation elle est la plus dense. Puis écoute, chercher un déchet au sol dans un champ de maïs avec 2 mètres de hauteur, là, c'est pas mal. C'était à ça que ça ressemblait. Alors que là, cet hiver, on pensait qu'il n'y aurait plus du tout d'algues, qu'on allait avoir la vase directement, puis qu'on trouverait les déchets posés là, comme dans un champ qui vient d'être labouré. Ça n'a pas du tout donné ça. Hein, pour répondre tout de suite au punch, là, il y avait encore beaucoup d'algues. C'est une des découvertes qu'on a fait. Il y avait beaucoup de plantes aquatiques. Donc, finalement, ça n'a pas été facile de trouver d'autres déchets. Mais c'est une des choses qui nous faisait venir principalement. D'ailleurs, le lac Saint-Charles, est-ce qu'il est en santé? Écoute, très agréablement surpris de ce qu'on a pu voir là. Beaucoup moins de pollution que ce qu'on trouve habituellement. Pour les mêmes environnements, là, quand on compare à beaucoup d'autres lacs ou aux fleuves. Après, c'est sûr qu'il faut être un petit peu attentif à ça. Toutes les pollutions ne se voient pas. Une contamination au mercure, on ne la verrait pas. Les microplastiques, on ne les verrait pas. Finalement, très, très content de ce qu'on a pu y voir. Puis, il y a une belle vie, il y a une belle ressource, mais vraiment un beau constat. Là. Ouais. Merci, Manuel, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ce qu'on ne voit pas ici de l'extérieur. Ça prend des gens comme toi dans la vie. Merci. Merci à vous, c'était super le fun. Quelle belle rencontre on a fait aujourd'hui avec Manuel Agneau qui nous a présenté le lac Saint-Charles d'une toute autre façon. Si vous aimeriez en voir encore plus, eh bien, je vous invite à visiter son site web ou sinon à le suivre sur les réseaux sociaux. Le défi alpin est de retour à Lac-Beauport au centre de ski Le Relais pour célébrer sa 21e édition après une année d'absence. Malgré la température un peu pluvieuse, les jeunes de partout en province sont au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'un des organisateurs de l'événement et bien évidemment des jeunes de la compétition. Frédéric, on se trouve aujourd'hui au centre de ski Le Relais pour la 21e édition du défi alpin. D'ailleurs, le défi alpin a été annulé l'année dernière en raison de la COVID. J'imagine que vous devez être content de retrouver les jeunes et de retrouver cette belle compétition aujourd'hui. Très content, très content. C'est vraiment, on l'attendait, cette 21e édition-là. On voulait la tenir en janvier. Finalement, 5e vague étant ce que c'est, on décide de tenir le tout au mois d'avril. L'idée, là, c'est vraiment de reprendre le défi, de renouer avec nos compétiteurs d'un petit peu partout au Québec, parce que c'est quand même près de 500 jeunes de partout au Québec qui viennent. Ce qui est vraiment intéressant là, de la compétition, c'est pour des U8, U10 et U12. Donc, c'est des jeunes qui habituellement courent au sein de leur région. Ils n'ont pas l'opportunité de se comparer nécessairement aux autres régions de partout au Québec. C'est maintenant que ça se passe. C'est au relais depuis 21 ans, donc on est très contents. Quelles sont les particularités du défi alpin? Parce qu'il faut dire que cet événement qui se déroule sur 3 jours est très différent des compétitions auxquelles les jeunes peuvent se mesurer à l'habituel. Le village au bas de la piste, c'est une grosse différence. Il y a une ambiance qui est différente. C'est une fête pour les enfants. Donc ça, là, les jeunes adorent ça. Il y a toujours quelques surprises au travers pour les jeunes, comme on l'a vu par le passé. Donc on leur réserve beaucoup de surprises. Mais il y a également la question des disciplines qui est particulière. Il arrive qu'il y a des compétitions, c'est une discipline unique ou plus particulière. Nous, on est sur 3 jours. Donc le vendredi, des U12 en slalom comme on a aujourd'hui. Par la suite, le samedi, on a 2 parcours en parallèle dans la piste ici, la 7. Et le dimanche, bien là, on a encore la piste divisée en 2, mais on a 2 parallèles de chaque côté. Ça fait 4 parcours. Donc, c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup de gens dans le bas de la piste. C'est incroyable. Anaïs, aujourd'hui, tu es venue compétitionner au centre de ski Le Relais à l'occasion du défi alpin. Est-ce que c'était ta première fois? Non, c'était ma 2e fois, je crois, ou 3e. Comment est-ce que tu trouves l'organisation de l'événement? C'est super bien, je trouve. C'est bien organisé. Combien de courses est-ce que tu as fait aujourd'hui? Une descente. Est-ce que tu as déjà eu tes résultats? Est-ce que tu es fière de tes performances? Vraiment, je suis très fière.
Tu viens de quel club de ski? Parce qu'il y a des gens de partout en province aujourd'hui ici. MTB avec un mot Montipas. Wow! Fait que tu viens passer le week-end à Lac-Beauport? Oui, Est-ce que tu es avec ta famille, tes amis? ma famille et mes amis. Et est-ce que tu vas compétitionner pour d'autres courses pendant le week-end? Demain et après-demain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'on peut te souhaiter des médailles, un podium? Oui, Yes, merci beaucoup Anaïs, puis je te souhaite bonne chance pour tes autres courses. merci. Merci à toi. Frédéric, cette année, c'est la 21e édition du Défi alpin, une course assez différente de celle auxquelles les jeunes ont normalement l'habitude. C'est quoi les particularités du Défi alpin? Particularité, bien écoute, premier élément, sur 3 jours. Déjà en partant, c'est quelque chose de différent. Beaucoup de jeunes n'ont pas nécessairement l'opportunité d'avoir des courses durant la saison sur 3 jours. Ça, c'est une chose. On a des catégories également multiples, de U8, U10, U12. Donc, également, façon de voir un petit peu ce qui se passe aux autres catégories. Et les jeunes se comparent entre eux, entre régions. On a le village dans le bas de la piste, qui est également un gros plus. Quelques surprises également tout au long de la fin de semaine. Donc, les jeunes habituellement apprécient beaucoup l'événement pour ces raisons-là. Évidemment, organiser un événement de cette envergure, ça prend beaucoup de gens qui sont disponibles, beaucoup de temps d'organisation. Depuis combien de temps est-ce que vous organisez la 21e édition du Défi alpin? C'est beaucoup de temps. Ça commence toujours à l'automne et je dirais, là, le premier partenaire qu'on a, c'est la station. La station Centre de ski Le Relais, c'est notre partenaire privilégié. On tient à les remercier énormément pour ça parce que sans eux, ça ne pourrait se tenir, ça ne pourrait avoir lieu. Donc ça, c'est une chose. Deuxième des choses également, oui, c'est beaucoup de préparation. Ça commence dès l'automne. On commence à planifier, à réfléchir à nos différents éléments qu'on va positionner, par exemple, au village pour avoir une saveur qui est particulière à cette année. Donc, c'est sur plusieurs mois. Puis, on a beaucoup de bénévoles, énormément de bénévoles, que ce soit en piste, pour les équipes de piste, l'entretien, le chrono, etc. Mais on a également beaucoup de bénévoles au niveau de l'accueil, de la préparation, donc des packages, si je peux dire, les dossards, etc., pour les différentes délégations. Donc, ça, là, les bénévoles, c'est la clé. C'est la clé avec la station. C'est plus de 500 athlètes de partout en province qui, aujourd'hui et tout le week-end, viennent défier finalement leurs adversaires de partout au Québec. Quelle est la particularité pour ces jeunes qui viennent compétitionner ici au Centre de ski Le Relais? C'est beaucoup de sortir de leur région dans le sens où ils viennent se comparer. On demeure des clubs de compétition, donc on est là pour la compétition, c'est important. On est là pour se comparer, voir à quel point on est bon. Donc pour eux, c'est, je dirais, l'événement par excellence pour se comparer puis voir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est un élément là, incontournable pour eux. Juliette, aujourd'hui, tu es venue participer à la 21e édition du Défi alpin. Est-ce que c'est ta première fois à Lac-Beauport? Non, c'est la 6e fois. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu reviens année après année faire la compétition au Défi alpin? Là, c'est ma dernière année, mais j'ai vraiment aimé ça, faire le Défi alpin. C'est une des compétitions que j'ai le plus adorées. Toi, tu es descendu de Charlevoix, faut dire, pour passer le week-end à Lac-Beauport et venir compétitionner. Normalement, tu skis sur quelle montagne? Le Mont-Grand-Fond. Et est-ce que c'est différent de venir compétitionner dans la montagne du Relais? Oui, un peu. Yes, merci beaucoup, Juliette, puis je te souhaite bonne chance pour les autres compétitions. Merci. Après 21 ans d'existence du Défi alpin, comment est-ce qu'on arrive à se renouveler et arriver avec finalement des nouveautés? Après 21 ans, là, c'est toujours d'avoir un petit plus. Un petit boni, je vais dire ça comme ça, pour les familles qui viennent. Parce qu'on sait que les familles viennent de loin. On a des familles qui viennent de la Gaspésie, qui viennent du Lac-Saint-Jean, qui viennent des Laurentides, de l'Outaouais. On a dit qu'il y a 500 jeunes, mais 500 familles aussi qui sont sur les lieux ce week-end. Et à combien de départs est-ce que les jeunes peuvent s'attendre lorsqu'ils viennent ici compétitionner finalement avec les autres jeunes skieurs? Bien, globalement, là, c'est près de 2500 départs qu'on va réaliser durant la fin de semaine. Donc, nos plus jeunes sont présents le samedi et le dimanche, donc ils vont courir dans différentes manches. Le vendredi, c'est uniquement nos U12. Donc, rendu là, il y a également des départs pour les U12. Pour les jeunes qui désirent s'inscrire à cette compétition qui, disons-le, revient année après année, à combien de mois d'avance est-ce qu'ils doivent s'inscrire à la compétition? Habituellement, les inscriptions s'ouvrent aux alentours du mois de novembre. Donc, c'est important de s'inscrire sur notre site Facebook. C'est là que l'information est diffusée. Par la suite, il y a une plateforme qui est dédiée à l'inscription, vraiment pour l'événement. Donc, les gens sont autonomes, peuvent aller s'inscrire. C'est vraiment le site Facebook est la clé, je dirais, dans tout ça pour obtenir l'information. Fait que s'il y a des familles qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent « je ne veux pas le manquer en 2023 », inscrivez-vous à notre site Facebook, puis vous allez voir, l'information va être diffusée. Aujourd'hui, c'est le lancement du week-end du Défi alpin. On a une journée pluvieuse, malheureusement. Mais est-ce que vous sentez que, quand même, les jeunes
sont contents du retour de la 21e édition du Défi alpin? Les jeunes présents ont tous le sourire. J'ai des jeunes qui étaient présents ce matin à 8h20 au remonte-pente. Ils étaient prêts. Ils l'attendaient cette fin de semaine-là. Donc oui, absolument. C'est un très bel événement aujourd'hui. Les jeunes n'ont pas souvent la chance de compétitionner contre d'autres clubs. Est-ce que vous voyez de plus en plus l'engouement par rapport à l'événement de la part des jeunes athlètes? Bien, je vous dirais, cette année, comme c'est une année de reprise, oui, on sent effectivement l'engouement. C'est une très grosse année. 500 athlètes, c'est notre plus grosse année en 21 éditions. Donc oui, les gens sont là. Les gens répondent à l'invitation. On en est bien content. Merci beaucoup, Frédéric. Évidemment, on invite les jeunes athlètes à être à l'affût de la 22e édition qui se tiendra donc l'année prochaine, en 2023. Malgré la température, les jeunes sont au rendez-vous et je vous souhaite un très beau week-end aujourd'hui et demain et après-demain au relais. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Plus de 500 familles d'athlètes d'un peu partout en province qui étaient présents ce week-end pour participer à la 21e édition du Défi alpin qui se tenait au centre de ski Le Relais. Évidemment, l'événement d'envergure sera de retour l'année prochaine pour célébrer sa 22e édition en 2023. Pour suivre le déroulement de l'événement, rendez-vous sur la page Facebook du Défi alpin. Félicitations à tous les participants du Défi alpin qui se tenait au relais à Lac-Beauport. Merci beaucoup à Mégane Labrec pour son reportage. Merci aussi à Shanna Warren qui nous a fait découvrir Manuel Agneau, cet homme qui a fait de la plongée tout l'hiver du côté de Lac-Saint-Charles. Les images sont vraiment impressionnantes et ça a été un bonheur pour moi de rencontrer Wilfred Mauffé, propriétaire de la Halle aux Viandes et d'en apprendre plus sur sa passion pour la boucherie. Pour voir ou revoir nos émissions, je vous invite à consulter le ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv.